Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news cette semaine-ci, notamment avec PlayStation qui a annoncé le PSVR 2. Nous avons aussi des news au niveau des cartes graphiques Intel qui arrivent. Nous avons aussi des news au niveau des futurs processeurs Intel qui arrivent, donc c'est plutôt intéressant. Et plein d'autres trucs. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Shadow. Shadow, c'est le PC dans le cloud. Donc c'est un ordinateur qui est dans un data center et que vous pouvez accéder depuis n'importe où. Pour cela, vous avez juste besoin d'une connexion avec au minimum 15 Mbps. Et puis après, vous pouvez vous connecter avec une application Windows, Mac OS X, iOS, iPadOS, Android ou même sur Linux. Et du coup, ici, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser un ordinateur très peu puissant afin d'accéder à ce PC Shadow dans le cloud qui est évidemment beaucoup plus puissant. Le modèle actuel que vous pouvez louer pour 29,99 € par mois a un quad-core 12 Go de RAM ainsi qu'une GTX 1080. Ça vous permet donc de jouer à tous les jeux modernes sans aucun problème et ce depuis n'importe où, comme j'ai dit, même sur votre téléphone mobile. Mais Shadow n'est pas juste fait pour le jeu, vous pouvez aussi l'utiliser pour du rendu 3D ou travailler par exemple dans du montage vidéo. Le point important avec Shadow, c'est que ça reste votre PC. Donc c'est vos jeux que vous pouvez utiliser sur Shadow. Donc si vous avez déjà toute votre bibliothèque de jeux présente sur Steam par exemple, vous pouvez l'utiliser directement sur Shadow. Et comme le PC est dans un data center, vous pouvez télécharger les jeux très rapidement. C'est donc un service très pratique pour quelqu'un qui ne voudrait pas acheter un PC ou qui n'a pas l'argent pour acheter un PC ou qui tout simplement n'arrive pas à acheter un PC en ce moment, c'est assez bien le cas. Du coup, n'hésitez pas à tester Shadow dès maintenant avec le lien dans la description pour seulement 29,99 € par mois. Votre Shadow PC sera mis en place en moins de 3 heures. Et pour ceux qui voudraient une config encore plus puissante, il y en a une qui arrivera courant de l'année. Encore merci à Shadow d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et passons au reste justement de la vidéo. La première news de la semaine, c'est le fait que Sony a annoncé le PlayStation VR 2. C'est un casque de réalité virtuelle qui suit évidemment le premier qu'ils avaient déjà sorti pour la PlayStation 4. Donc celui-là est fait pour la PlayStation 5 pour information, pour utiliser la pleine puissance de la PlayStation 5. C'est assez important parce que quand le PSVR, c'est son nom raccourci, était sorti, ça faisait déjà un petit moment que les PlayStation 4 étaient sortis, donc elle manquait un petit peu de puissance. Surtout que les casques de réalité virtuelle ont 2 écrans à l'intérieur, donc c'est-à-dire que vous devez faire 2 rendus du jeu, bien souvent à plus de 60 FPS. Pour que ce soit confortable pour les gens, il faut aller à 90 FPS minimum, 90 si vous préférez. Donc ouais, il manquait un petit peu de puissance. Donc pas mal de gens attendaient justement son successeur, qui est compatible avec la PlayStation 5, et le voilà. C'est aussi le marché le plus développé au niveau VR. Vous avez évidemment beaucoup de choses qui utilisent la VR sur PC, mais pas forcément que des jeux. Et beaucoup des jeux sont très orientés indé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais vous n'avez pas de très gros jeux AAA qui utilisent pleinement la VR sur PC. Il n'y a que vraiment Sony ici qui a essayé de développer ça. Et du coup, avec la sortie évidemment de ce PSVR 2, ben, les gens s'attendent à encore plus de jeux qui pourraient sortir et une évolution de la VR dans un sens positif. Parce que ça fait des années qu'on a des casques VR qui sont plutôt bons, mais ça a du mal à prendre. Aussi, le PSVR, un des avantages, c'est qu'il est abordable par rapport à beaucoup d'autres casques de réalité virtuelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, au niveau des specs, il a des assez bonnes specs. Ils ont augmenté la résolution. Ils sont à plus de 2000 pixels maintenant par écran. C'est des écrans OLED aussi. Donc ça, c'est très important. Ils sont à plus de 90 FPS. Vous avez un bon champ de vision à 110 degrés. Et pas mal d'autres fonctionnalités qu'ils ont améliorées par rapport au PSVR 1. Donc, ils ont pris les feedbacks des gens pour que ce soit un petit peu mieux. Il y a toujours un câble pour ceux qui se demandent. Et ça, c'est l'un des problèmes de la VR. Qui peut être réellement un assez gros problème en réalité. Donc, on le voit sortir ici. À cause de ce câble, des fois, ça restreint un petit peu les mouvements. Donc, ça embête un petit peu les gens. On a aussi les 2 manettes, comme vous pouvez voir, qui sont arrondies. Donc, vous mettez votre main dedans. Et qui vous permettront de correctement voir un peu le déplacement de vos mains et vous interagissez avec les joysticks pour prendre des choses dans les jeux ou autre chose. Donc, yep. Là, le truc, c'est qu'il y a juste à attendre de voir ce que ça donne. Et surtout, le plus important, c'est attendre de voir ce que ça donne au niveau jeu vidéo. Parce que la VR manque encore, même si Sony fait pas mal d'efforts, ça manque encore d'un truc qui attire les gens vers la VR, en fait. Moi, je regarde un peu la VR, je suis en mode, c'est sympa, mais je vais attendre un petit peu que ça s'améliore. Mais s'il y avait un jeu vraiment que je suis en mode, j'ai envie de jouer à ce jeu-là, et il existe qu'en VR, et il est fait pour la VR,
ça pourrait me pousser à acheter un casque de VR. Mais pour le moment, franchement, il n'y a rien qui me pousse vraiment vers ça. Et puis, il y a encore des problèmes avec la VR, notamment le fait que ça peut rendre malade la plupart des gens au bout de, des fois, juste 10 minutes. Donc ça, c'est un assez gros problème. Il y a des trucs pour mitiger ça, mais ça, c'est un assez gros problème. Donc, ma foi, on verra bien. En tout cas, c'est pour moi l'initiative VR la plus intéressante. Beaucoup plus intéressante que ce que fait Facebook avec le Metaverse, parce que pour moi, le Metaverse, c'est une énorme blague, parce que VR Chat fait mieux que le Metaverse de Facebook. Et c'est gratuit, vous ne vous faites pas espionner totalement par Facebook si vous utilisez VR Chat. Donc, c'est juste pour dire à quel point, pour moi, Facebook chasse un drôle de rêve. Et surtout que la VR, quoi qu'il arrive, le message de Facebook, je hijack un peu cette news, mais le but de Facebook, c'est de remplacer la vraie vie avec le Metaverse, parce que c'est mieux. Et on peut faire plein de choses dedans et tout ça. Et puis, je suis en mode... C'est cool les casques VR, mais ça remplace pas la vraie vie. Pas à l'heure actuelle. Ils sont pas assez bons pour remplacer même une fraction de la vraie vie. Évidemment, si vous ne pouviez pas aller à cet endroit-là et que vous utilisez la VR pour avoir une partie de l'expérience, ok, mais Facebook, eux, ils veulent tout remplacer avec le Metaverse. Donc, c'est une idée assez stupide. Mais par contre, PSVR, très intéressé, surtout la version 2. Ensuite, on a une news au niveau d'NVIDIA. Il y a eu pas mal de rumeurs pendant les mois, mais ça commence à se concrétiser, notamment avec les RTX 4000. Et du coup, elle pourra arriver fin d'année pour information, donc septembre même, qui serait donnée. Et une des rumeurs qui continue de revenir depuis le début, et qui, à mon avis, va se confirmer, ça ne m'étonnerait pas, c'est que ces RTX 4000 consommeraient masse, mais genre énormément d'énergie. Donc là, elle pourrait consommer plus de 450 watts sur les plus gros modèles. Évidemment, les plus gros modèles. Donc, on a eu un petit peu aussi des specs rumorés, ou plutôt supposés, par rapport à ces GPU, qui sont basés sur l'architecture par information Ada Lovelace, yes, qui du coup donne des noms de GPU AD sans quelque chose. Donc je rappelle que par exemple pour Empire, qui est l'ancienne architecture, du coup les RTX 3000, c'était A100, A102. Les A102, c'était notamment les 3090 et les 3080. A104, c'était la 3070 et ainsi de suite. Donc là, on aurait les AD102 qui seraient les 4090 et 4080 certainement. C'est un GPU qui apparemment est massif, 600 mm carré. C'est vraiment énorme. L'un des plus gros GPU qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'était le A100, qui était le plus gros GPU professionnel de NVIDIA, qui n'ont pas utilisé dans une carte graphique grand consommateur. Et lui, il faisait plus de 800 mm carré, si je me souviens bien. Donc, ouais, il était vraiment massif. Donc, on aurait... Le truc le plus parlant, ce serait 18 000 coups d'accord et une fréquence de 2,2 GHz, ce qui est énorme. Toujours la GDDR6X, étonnamment, et des TDP qui pourraient même atteindre les 850 watts. Le 850 watts, j'y crois pas trop parce que ce serait une augmentation monstrueuse pour pas grand-chose. Et puis, genre, la plupart des gens n'ont même pas une alimentation qui suivrait. Enfin, ça me paraît être trop tiré par les cheveux. Je pense plutôt qu'ils vont viser certainement les 500 watts parce que les rumeurs par rapport à AMD ici, donc AMD aurait RDNA 3.0, je vous rappelle, ils utiliseraient un système multi-chip comme ils ont fait avec leur processeur Ryzen. Donc, en gros, ils fabriquent des plus petits processeurs, ou en tout cas des parties de processeurs, ils les assemblent ensemble. Et tout ce qui contrôle le processeur est lui aussi sur son propre justement morceau de silicium. L'avantage de cette technique-là, il y a des pertes, hein, par contre, c'est pas parfait. Il y a un petit peu de pertes de performance, même si AMD a des plutôt bonnes solutions pour régler ça. Et vous augmentez un petit peu la latence entre certaines parties justement de votre processeur graphique. Donc ça peut faire diminuer un petit peu les performances à certains endroits. Mais l'avantage, par contre, derrière est énorme. Comme on l'a vu sur Ryzen, c'est que le problème avec NVIDIA, là, qu'ils ont, eux, c'est un gros GPU qui peut faire jusqu'à 600 mm carré. Donc, en gros, quand vous fabriquez un processeur, ou que vous fabriquez un processeur graphique, justement, pour une carte graphique, donc vraiment le centre du GPU, vous avez un morceau de silicium. Donc, c'est un énorme disque de silicium, hein. C'est un matériau, le silicium, c'est sur ça qu'on grave les processeurs. Et vous allez juste prendre cet énorme rond et vous allez graver des processeurs dessus. Donc déjà, vous avez de la perte. Tout ce qui est sur le bord de votre rond, c'est perdu.
Et puis après, bah, évidemment, plus ce que vous gravez est grand, et plus vous avez un risque de perte. Parce que des fois, vous n'avez pas de chance, il y a un défaut, ici et là. Et du coup, quand votre GPU est énorme, il suffit qu'il y ait un petit défaut dessus, et genre, aussi bien, vous avez tout perdu, en fait. Donc, l'avantage qu'a eu AMD avec les processeurs Ryzen, c'est que comme ils fabriquaient des plus petits bouts de processeur, pas l'entièreté du processeur, ce qu'ils pouvaient en fabriquer plein. Et s'il y en avait des pas bons, ben, c'est pas grave. Ils pouvaient désactiver une partie ou autre chose, comme c'est fait aussi avec l'ancienne technique de toute manière. Mais là, comme ils en ont beaucoup, ils peuvent sortir beaucoup plus de processeurs et avoir moins de pertes, justement. Donc là, c'est certainement un truc qui va avantager AMD ici. C'est supposé qu'ils auraient un GPU plus grand, mais comme il est séparé en plusieurs parties, il devra avoir beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, on verra bien. Et du coup, j'en reviens à ce que je voulais dire, c'est que les GPU d'AMD sont supposés, ils auraient une consommation qui serait justement d'en dessous de 500 watts. Et pour moi, c'est l'indicateur que Nvidia ne poussera pas beaucoup plus qu'au-dessus de 500 watts parce que ou sinon ils n'auraient pas une bonne image de marque par rapport à AMD. Ça rappellerait aux gens la RTX 480 par exemple, qui consommait énormément d'énergie, même si techniquement les RTX 3000 consomment plus maintenant, mais à l'époque c'était énorme. La RTX 480 consommait plus de 300 watts. Il y a même des gens qui sont amusés à cuire des œufs sur son refroidissement qui étaient en partie en métal qui dépassait. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu cuire des œufs dessus. C'était énormément d'énergie à une époque où la plupart des cartes graphiques consommaient 200 watts. Donc, yep. Ici, je les vois mal se dire, oh, notre concurrence fait un GPU qui consomme 500 watts maximum, nous, on va aller à 850 watts. C'est juste... Non, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux ici. Donc, yep. Mais bon, une chose est sûre, ben, ces GPU arrivent normalement en 2022, fin 2022. Nous avons aussi les GPU Intel qui arrivent en 2022, donc ça devrait être plutôt intéressant. Je sais qu'il y a évidemment pas mal de... C'est complexe d'acheter une carte graphique, même si les prix sont en train de toujours diminuer d'ailleurs, au passage. C'est compliqué d'acheter des cartes graphiques, mais un nouveau batch de cartes graphiques, des nouvelles cartes graphiques pourraient améliorer la situation. Réellement, par contre, une nouvelle architecture, parce qu'ils sont gravés déjà sur un nouveau processus de gravure. Donc l'avantage, c'est que ça n'utilise pas les mêmes forcément ressources de production. Enfin, techniquement, si, parce que ça utilise quand même la GDDR6X et tout ça, mais bon. Normalement, ça devrait un petit peu améliorer la situation, parce qu'ils pourront toujours continuer de fabriquer des RTX 3000 et des RTX 4000 en même temps, donc il y a un petit peu plus de capacité de production ici. Et aussi, TSMC et tout ça ont indiqué que normalement, après la seconde moitié de 2022, et c'est à ce moment-là que ces GPU arrivent, la situation devrait s'améliorer au niveau justement semi-conducteur. Donc on verra bien. Enfin, devrait s'améliorer. On a une news après qui dit le contraire. Je l'ai mis à la fin du Tech Summer Show d'ailleurs pour une raison que je donnerai après. Ensuite, on a le Steam Deck qui a été testé du coup. Je vous avais indiqué qu'il était disponible. Il y a des gens qui ont commencé à le recevoir. Et du coup, nous avons pas mal de tests sur le Steam Deck. Beaucoup de tests américains. Il me semble qu'il n'y a même pas un test français, donc ça c'est dommage. Enfin, indiqué sur ce site-là en réalité. Il doit y avoir des tests français, peut-être plus des grosses publications françaises qui ne sont pas forcément sous le radar de Videocards, mais bon. Dans tous les cas, le consensus commun qu'on a avec le Steam Deck, c'est que c'est une très bonne console, assez abordable par rapport à ce qu'il y a dedans et par rapport au marché des consoles portables qui sont techniquement des PC. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher qu'une Switch, mais c'est pas vraiment une Switch, il faut en tenir compte. Mais il y a des problèmes. Apparemment, l'interface demande encore un petit peu de travail. Donc, c'est basiquement SteamOS. Hein, donc, c'est comme si vous aviez Steam qui tourne. Mais derrière, c'est Arch Linux pour information. Donc, c'est Linux. Vous pouvez même utiliser le mode bureau. On verra juste après. L'autre problème, par contre, qui est plus important, c'est au niveau compatibilité. Je vous rappelle que... du coup, SteamOS est sur Linux. Donc, ils utilisent ici Proton, qui est, je vous rappelle, un fork de Wine qui permet en gros de faire croire à un jeu qui tourne sous Windows. Et du coup, pour chaque jeu, ils ont une configuration spéciale pour vraiment faire en sorte que ce jeu tourne. Proton marche extrêmement bien et permet de faire tourner pas mal de jeux sur Linux. Et c'est incroyable, franchement. Vous avez Witcher, notamment 3, qui est un des jeux qui est quand même pas mal joué.
qui tournent extrêmement bien dessus et vous en avez encore pas mal d'autres. Mais ici, évidemment, ils doivent encore tester la compatibilité sur le Steam Deck en particulier. Ils n'ont pas encore tout testé, c'est pas encore tout à fait clair des fois quand vous êtes sur Steam Deck quels jeux sont compatibles avec et tout ça, donc c'est pas parfait. Ça devrait s'améliorer toutefois assez rapidement à mon avis. Vous laissez, surtout avec le nombre de personnes qui ont commandé apparemment des Steam Deck, il y en a beaucoup. À mon avis, d'ici 6 mois, ce sera totalement différent. Genre, ce sera une console largement meilleure. Il y a même des rumeurs comme quoi ils prépareraient un Steam Deck 2. Ou plutôt, ils ont dit qu'ils travailleraient sur un Steam Deck 2. Donc ça, c'est plutôt cool parce que pendant que quelqu'un joue à Elden Ring, apparemment, nice. Le Steam Deck 2 serait encore une amélioration de ça. Genre, le Steam Deck est bien, mais il doit avoir des défauts qu'ils ont peut-être pas pensé tout de suite. Donc un Steam Deck 2, ce sera la deuxième génération et ce sera certainement largement amélioré. Mais il y a des trucs aussi très cool avec le Steam Deck, comme par exemple le fait qu'ils vont vendre avec iFixit des pièces de réparation. Donc si vous êtes en mode « Oh, j'ai pété le joystick », vous pouvez l'acheter. Et chaque partie est sur son propre PCB, ça c'est très important. Donc le joystick gauche et le joystick droit ont leur propre PCB. Donc vous pouvez le démonter facilement et en remettre un autre. Les trucs de tactile, c'est la même chose. La carte mère, évidemment, son propre PCB. Genre, c'est une console qui est faite, qui a été designée pour être réparable. Et ça, c'est pour moi quelque chose qu'on doit absolument applaudir sur le marché parce que la plupart des constructeurs ne le font pas. Donc, yep. J'espère qu'on verra beaucoup plus de ce genre d'action pro-consommateur. Et ça vous montre que même dans un appareil très réduit en taille, c'est possible de le faire. Maintenant, le truc que j'aimerais bien, et il y a une vidéo qui va sortir d'ailleurs sur la chaîne, où en particulier je parle de ce point-là, c'est qu'il serait peut-être temps que les constructeurs de laptops très fins et tout ça, de petits appareils, travaillent sur un standard de slot de RAM interchangeable dans des appareils très fins. Donc le SODIMM actuel, donc les slots de RAM qu'on utilise dans les ordinateurs portables, prennent quand même de la place. Ils prennent une certaine épaisseur surtout. Et du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas forcément, dans un appareil hyper compact, mettre de la RAM interchangeable. Donc il serait peut-être temps qu'on travaille sur un nouveau format, peut-être de la RAM qui aurait un format proche d'un SSD M.2, quelque chose comme ça. Vous voyez? Je sais pas. Mais il serait peut-être temps qu'ils travaillent là-dessus. Ou peut-être que l'Europe oblige tous les constructeurs d'ordinateurs portables à avoir de la RAM upgradable. Ça, ce serait génial. Là, je peux vous garantir qu'ils trouveraient une solution directement. Ensuite, on a une news très rapide sur le Pixel 7 qui commence déjà à se faire leaker. Oui, le Pixel 6 est sorti à peine voilà quelques mois. On a déjà des leaks sur le Pixel 7, donc ma foi. Dans tous les cas, je me demande si c'est pas Google qui fait exprès ou autre chose, mais bon. Dans tous les cas, il serait très proche du Pixel 6. Oui, c'est étonnant, je sais. Toutefois, dans des rendus qui ont leaké, c'est qu'on peut voir notamment que les modules caméra sont encore plus gros, donc peut-être des nouveaux capteurs utilisés ici par Google. Ça, c'est notable parce que Google n'est pas du genre à changer de capteur souvent, parce que ils ont seulement changé de capteur sur le Pixel 6. Avant ça, ils ont utilisé le même capteur Sony depuis le Pixel 2, pour info. C'est assez incroyable quand même de réutiliser le même capteur. Et pourtant, ils avaient des très bons résultats avec, donc c'est pour dire. Donc, puis ils changeraient un nouveau de capteur. On aurait toujours un Pixel 6, un Pixel 7 et un Pixel 7 Pro, évidemment. Personnellement, je suis toujours très intéressé par la gamme Pixel, même si le Pixel 6, bon déjà, je pouvais pas le commander en Belgique. Bon, je pouvais le commander en France, mais il n'y avait aucun stock. Et maintenant, il y a certains sites qui le vendent hyper cher pour je ne sais quelle raison. Il y a aussi le problème qu'il avait des bugs, notamment avec la nouvelle puce de Google qui est dedans. Il y a toujours des bugs, donc ça, j'espère que ce sera fixé. Donc, il a quelques problèmes. Il n'est pas parfait. Mais je pense qu'avec le Pixel 7, ça devrait encore plus s'améliorer. Et un des gros avantages du Pixel, s'il est disponible dans votre pays, c'est que notamment le Pixel 6, donc le Pixel 7 ici, j'espère que ce sera le cas, ne coûte vraiment pas cher comparé à un téléphone haut de gamme normal. Il était à 600 € pour information. Donc, j'espère que ça va... Ça, c'est l'une des forces du Pixel. Selon moi, ils doivent garder ce prix très agressif, qui rappelle vraiment
l'époque où les téléphones haut de gamme étaient beaucoup plus accessibles. Moi, je me souviens d'une époque où les iPhones sortaient à 500-600 euros, oui. Bon, évidemment, l'inflation a changé les choses, donc même un iPhone de cette époque-là, si vous devez le ressortir maintenant, ne coûterait pas 500-600 euros. Aussi, soyons honnêtes, ils sont beaucoup plus gros maintenant, il y a beaucoup plus de choses dedans. Forcément, ils sont plus chers. Faut pas se voiler la face non plus. Mais là, c'est quand même un prix très agressif. Après, vous pouvez aussi argumenter que comme on fabrique énormément de smartphones, maintenant, c'est plus facile de les fabriquer, donc ça devrait coûter moins cher. Donc, il y a moyen de voir dans les deux sens, en réalité. Je retire ce que j'ai dit juste avant. Mais quand même, 600 euros pour un téléphone haut de gamme, c'est un prix très agressif, franchement. Ensuite, on a une news au niveau de Intel qui a montré un petit peu, justement, Raptor Lake, qui est leur prochaine architecture pour information. On a eu quelques news là-dessus. Déjà, elle arriverait cette année-ci, donc fin d'année. Donc oui, Alder Lake est plutôt remplacé vite ici. Mais bon, c'est pas non plus si étonnant que ça. Et du coup, Raptor Lake aurait jusqu'à 24 cœurs, 32 threads. Donc en réalité, ils vont augmenter le nombre de cœurs haute efficacité énergétique. Donc ouais, ils vont toujours rester sur 8 cœurs haute performance, mais ils vont passer à 16 cœurs haute efficacité énergétique. Et du coup, comme les 8 cœurs haute performance sont l'hyper-trading, ça vous donne 32 threads et donc 24 cœurs physiques. C'est en réalité logique. Franchement, je trouve ça logique. Parce que le truc, c'est que les cœurs haute performance, vous en avez besoin pour un programme qui a besoin d'un cœur très rapide, qui, du coup, bien souvent, n'est pas optimisé pour du multicœur. Donc, il va utiliser 1, 2, allez, voire 4 cœurs maximum. Peut-être même 8. Mais au-dessus de ça, s'il utilise plus de 8 cœurs, c'est qu'il est optimisé pour le multicœur. Et du coup, là, vous n'avez pas besoin d'un cœur très puissant si vous avez beaucoup de cœurs haute efficacité énergétique. Donc, je trouve que peut-être l'alternative de Intel n'est pas si stupide que ça. C'est clairement eux qui ont fait, pas du bricolage, je veux dire, mais c'est clairement eux qui ont trouvé une solution parce que ils n'arrivaient pas à matcher l'efficacité énergétique de Ryzen, soyons honnêtes. Alder Lake est très efficace au niveau énergétique quand vous le mettez à une fréquence raisonnable, mais dès que vous passez à du 5 GHz, ça consomme à mort. Et c'est la même chose avec Ryzen en réalité. Mais Intel est obligé de se mettre à cette fréquence-là s'ils veulent concurrencer Ryzen. Donc le problème ici, c'est que ils courent dans un... Ils ont un problème d'efficacité énergétique, quoi qu'il arrive, sur les modèles très haut de gamme, donc le Core i9 notamment. Donc la seule technique, c'est on limite les cœurs haute performance, mais on rajoute beaucoup plus de cœurs haute efficacité énergétique. Et honnêtement, encore une fois, c'est pas si con comme stratégie, parce que si vous avez besoin de beaucoup de puissance multicœur, avoir plein de petits cœurs qui sont peut-être pas les plus performants, fera aussi bien le job que d'avoir 8 cœurs haute performance chez AMD. Donc, franchement, c'est pas si bête que ça. On verra si ça paye dans le temps, hein, évidemment. S'ils arrivent à continuer et à améliorer cette technique en quelque sorte. Mais ouais. Et par contre, sur mobile, c'est très intéressant par contre. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, il y avait d'autres specs. PCI Express 5.0 forcément. Nous avons la DDR5 encore plus rapide, supportée par défaut, donc 5600 MHz notamment. Même si, selon moi, la DDR5 a encore pas mal de problèmes de timing et surtout de prix qui est énorme. Genre, n'allez pas voir le prix de la DDR5, c'est abusé. Mais bref, dans tous les cas, ça arrive fin d'année et du coup, en même temps que les prochains processeurs AMD. Donc, on devra avoir une sacrée petite bataille. Il y avait même une petite news comme quoi AMD voudrait avancer la sortie de ses processeurs. Peut-être qu'ils ont vu qu'ils perdaient trop de ventes parce que, honnêtement, si moi je devais acheter... Oh, j'ai heurté le bras. Si moi je devais acheter un PC gaming maintenant, bon, j'aurais du mal à trouver une carte graphique peut-être, mais le processeur que je mettrais dedans, honnêtement, je mettrais le 12600K. Si je devais faire un PC gaming maintenant, je mettrais le 12600K. C'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter pour l'argent et qui est très puissant aussi. Donc, AMD le sait qu'ils ont perdu ce marché-là, qui est un marché assez important. Et aussi, limite, le marché haut de gamme, ils l'ont perdu. Pour moi, ils ont perdu pas mal de marchés. Ils ont perdu les processeurs à 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Et au-delà de là, même 500 et 600 euros en vrai. Il y a toujours des avantages en deux mots à utiliser AMD, mais ils sont en train de se réduire. Donc ils se sont dit, ouf, il faut qu'on se dépêche là, parce que sinon on va perdre des parts de marché. Mais bon,
Dans tous les cas, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Et s'il y a de la concurrence, les prix devraient baisser. Si seulement on avait plus de concurrence niveau carte graphique, eh bien justement, on va en avoir, parce que nous avons Intel Arc aussi qui arrive. Alors, je ne m'attends pas à ce que ça révolutionne le milieu de la carte graphique, mais ça arrive tout de même, il faut le noter. Notamment, vous avez Samsung qui a les Galaxy Book 2 Pro qui arrivent. Et dans les specs, il y avait un truc assez étonnant, parce qu'ils ont indiqué qu'il y aurait soit un chipset graphique intégré, donc les Iris X de chez Intel, qui se débrouille pas mal, franchement. Une autre personne qui joue à Elden Ring. Tout le monde joue à Elden Ring ces derniers temps. Et sinon, en 15,6 pouces, ils ont même une version Arc, qui là, du coup, est une carte graphique dédiée. L'une des nouvelles cartes graphiques dédiées d'Intel. Donc, c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est Microsoft. Ces Galaxy Books sont assez intéressants. C'est un peu des concurrents au MacBook et au... Bon, c'est un peu dans le nom aussi. Et aussi au Surface Laptop. Ils sont un peu chers, toutefois, par rapport au prix du Galaxy Book 1 notamment. Vous avez aussi un Galaxy Book Pro 360 qui a été annoncé. Ils l'ont montré aussi, il est assez intéressant pour ceux qui aiment bien les convertibles avec un écran tactile. Mais ils sont chers aussi, donc vous attendez pas à quelque chose d'accessible. Mais c'est intéressant de voir parce que Samsung, ça fait longtemps qu'ils font des laptops, mais je trouve que ils auraient pu largement plus dominer le milieu des laptops. Genre, quand vous pensez... déjà, ils n'ont pas de laptop gaming, il me semble, ce qui est stupide. Et puis, à une époque, ils se débrouillaient bien, et puis j'ai l'impression qu'ils ont disparu pendant des années, quoi. Ils n'ont rien sorti. Alors que à côté de ça, ils sortaient des téléphones portables avec une construction excellente, franchement, qui arrive à rivaliser Apple. Mais à côté de ça, les ordinateurs, c'est genre, bon, on a abandonné. Donc, c'est étonnant. Mais bon, ils font un retour en force ici, donc ma foi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait un acteur de plus et un peu plus de concurrence. Oh, au passage, d'ailleurs, c'est le MWC en ce moment à Barcelone. C'est un show de l'électronique où ils présentent tout ce qui est au niveau mobile. La raison pour laquelle c'est moins intéressant cette année-ci, c'est que la plupart des trucs importants ont déjà été annoncés. Donc, ouais, ma foi, on verra la semaine prochaine s'il y a quelques trucs qui ont été annoncés qui étaient intéressants. Peut-être au niveau smartphone de certaines marques. Mais je m'attends pas non plus à des énormes news. Comme il y a encore... C'est beaucoup de trucs online et tout ça. Ben, comme c'est online, la plupart des marques se disent oh, ben, je vais annoncer ma propre date au lieu d'annoncer en même temps que tout le monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'annonces. Ensuite, toujours en restant dans le milieu des laptops, nous avons Nokia qui, yes, va faire des laptops. Oui, je sais, ça me paraît étonnant. Surtout Nokia. Nokia, vous pouvez retrouver des articles en 2007 qui parlent de Nokia qui sont en mode qui arrivera à détrôner Nokia. Et puis 10 ans, même pas 10 ans plus tard, Nokia se faisait racheter pour une poignée d'argent, franchement. Alors qu'ils étaient au top des téléphones. Et ils sont passés à presque rien, franchement. Et du coup, ils ont quand même eu un retour un petit peu en force. Notamment, ils n'ont pas les meilleurs téléphones Android. Mais ils ont des téléphones assez solides, qui marchent bien et qui ont des specs respectables. Et du coup, bah, ils vont se lancer dans les ordinateurs portables. Donc je me dis que... bah, ça pourrait être le même cas aussi ici. Ils pourraient sortir des ordinateurs portables qui sont pas mal, qui ont des bonnes specs, qui sont bien construits et surtout à un prix accessible, 699 €. Donc ça pourrait être des laptops parfaits pour des gens qui veulent juste faire de la bureautique et peut-être un petit peu du jeu très léger, notamment Minecraft par exemple. Donc ouais, à voir ce que ça donne. Je m'attends pas non plus à des trucs incroyables, mais j'attends de voir. Ensuite, on a une news Intel sur le fait notamment qu'ils vont réellement bien sortir ce i9 12900KS. On en avait déjà parlé, il me semble, par le passé, mais en gros, ce serait un 12900K avec une plus grosse fréquence encore. Donc, qui monterait jusqu'à 5,5 GHz sur un cœur et qui aurait une fréquence sur tous les cœurs de 5,2 pour information. Maintenant, avec un peu d'overclocking, vu que visiblement... ça semble logique, ces 12900KS, ce sont clairement des 12900K qui ont été triés. Ils ont gardé les meilleurs sur le côté, et puis ils les ont gardés pour ce KS, justement. Donc ça veut dire aussi qu'ils doivent certainement mieux s'overclocker qu'un 12900K de base. Donc s'ils peuvent atteindre 5,5 GHz sur un seul cœur, peut-être qu'ils pourraient atteindre 5,5 GHz sur tous les cœurs. Et là,
ça donnerait des sacrées performances. Il aurait 10% d'ailleurs de performance en plus que le 12900K dû à sa fréquence plus importante. Et il consomme énormément d'énergie aussi. Forcément. Donc, ça semble logique. Donc, pour information, il peut aller jusqu'à 260 watts dans son mode d'énergie le plus haut. Et ça, c'est stock, hein, pour information. Donc, maintenant, Intel est plus clair au niveau de la consommation. Donc, il a une consommation de base de 150 watts. Mais avec le mode turbo et tout ça, vous pouvez monter jusqu'à 260 watts sur tous les cœurs, notamment. Donc, yep, ça fait une augmentation de 25 et 19 watts, comme il l'a dit. Ce qui va encore en réalité. Genre, 19 watts, ça veut dire qu'on a une augmentation énergétique de moins de 10%, alors qu'on a 10% de performance en plus, apparemment. Donc, ça va encore en réalité. Bon, il faudra confirmer, mais yep. Mais bon, après, oui, pour moi, le Core i9, comme j'ai dit, le 12900K, ce sera le cas pour ce sera le cas. Ce sera le KS pour ce 12900 KS. C'est ne les achetez pas. Pour moi, ils sont pas intéressants. Un 12600K overclocké fait pas aussi bien, mais se rapproche énormément et il coûte beaucoup moins cher. Vous pouvez mettre cet argent dans de la meilleure RAM. Vous pouvez mettre cet argent dans une carte graphique. Vous pouvez mettre cet argent n'importe où d'autre et ce sera beaucoup plus utile. Croyez-moi. Donc, yep. Et puis, sans parler de ce Core i9 consomme tellement que vous allez chauffer votre pièce à mort. Ça veut dire aussi que s'il chauffe la pièce, c'est aussi bien de la chauffe qui va faire chauffer votre carte graphique et vous faire perdre des FPS. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc, yep. Moi, je vous le dis, Core i5, bien meilleur choix. Même au final, le Core i7 aussi, c'est un très bon choix en réalité. Mais le Core i9, nah, trop cher. Et celui-là sera encore plus cher. En parlant d'encore plus cher, parce que c'est le cas, l'Intel Nuke 12 Extreme qu'on a vu la semaine dernière, il est en réalité déjà sorti. Je m'attendais à ce qu'il sorte un peu plus tard, mais non, il est déjà sorti. Il y a des tests qui sont sortis et tout. C'est basiquement comme l'Intel Nuke 11 Extreme. La seule différence, toutefois, c'est que vous pouvez changer le CPU maintenant. Donc, il y a un socket derrière là, le refroidissement. Donc, ça, c'est plutôt cool, en réalité. Parce que du coup, vous pouvez changer tout. Vous pouvez changer les SSD, vous pouvez changer la RAM, changer le processeur, mettre une nouvelle carte graphique. C'est un full PC maintenant. C'est un full PC, mais très compact. Plus compact, pour information, que la plupart des configurations ITX qui existent à l'heure actuelle. Donc, il y a un réel avantage ici pour quelqu'un qui veut une config ultra compacte. Maintenant, le problème, c'est le prix. C'est vraiment le prix. Je ne sais pas pourquoi ils le font si cher. J'aimerais bien qu'il soit juste logique au niveau prix. Genre, ça devrait coûter, selon moi, le prix d'un boîtier mini ITX, d'une alimentation SFX qui rentre dans un boîtier mini ITX, d'une carte mère mini ITX. Tout ce que vous avez besoin d'un PC mini ITX, ça devrait coûter à peine plus cher que ça. Et à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus cher que ça. Si vous faites une config mini ITX qui se rapproche en termes de taille, avec un des plus petits boîtiers qui existent et tout, vous en sortirez pour beaucoup moins cher en fait. Donc, je comprends pas la stratégie d'Intel ici. Je sais que c'est un marché de niche et qu'ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais c'est aussi un marché de niche qui est dominé par les gens qui le font eux-mêmes. La plupart des gens qui veulent des mini-PC comme ça, très puissants, les construisent eux-mêmes. Ils se font un PC mini TX eux-mêmes. Il y a beaucoup de constructeurs aussi, enfin de sites où vous pouvez en faire un, ils vous le construisent pour vous aussi. Donc, ils ont une concurrence qui est énorme en réalité parce que les gens s'y connaissent très bien. Et du coup, la seule manière pour moi qui pourrait vraiment prendre plus d'assaut ce marché, ce serait de diminuer les prix, mais ils ne le font jamais. Donc, yep. Ils pourraient aussi vendre une version barebone, peut-être, sans le processeur dedans. Ils pourraient essayer d'économiser un petit peu. Et comme ça, les gens peuvent acheter le processeur eux-mêmes. Mais ouais, je pense qu'ils la vendraient trop cher de toute manière et ça ne ferait pas gagner d'argent. Donc, ouais. Une chose est sûre, c'est très intéressant. Moi, j'adore ce format-là. C'est vraiment un PC qui est minuscule en termes de taille, de toute la puissance que vous avez dedans. Vous pouvez le voir, on voit un port USB ici. Ça, c'est un port USB type A. C'est pas très grand. C'est vraiment pas très grand. Et vous pouvez avoir énormément de puissance là-dedans. Donc, pour information, il y a un Core i9 12900. Pas le K, c'est le 12900. Donc, c'est une version qui est limitée à 65 watts. Enfin, il peut monter un peu plus haut, mais il tourne à 65 watts de base. Donc,
c'est déjà vraiment pas mal. Vous mettez une bonne petite carte graphique et c'est parti, quoi. Tout en parlant d'ailleurs de carte graphique, nous avons une news au niveau des cryptocurrencies, du minage de cryptocurrencies sur les cartes graphiques, qui est un petit peu en ralentissement ces derniers temps, si vous ne savez pas. C'est pour ça que le prix des cartes graphiques aussi diminue d'ailleurs. Mais c'est un petit peu en ralentissement. Il y a aussi un truc que j'ai cru que ça arriverait, mais qui n'est finalement pas trop arrivé. C'est que je vous rappelle que Nvidia, avec les nouvelles cartes graphiques, ont sorti des versions LHR. Et aussi toutes les nouvelles cartes graphiques, notamment la 3060, 3080 Ti, sont des cartes graphiques qui sont limitées au niveau puissance pour miner les cryptocurrencies. Donc elles sont 2 fois moins puissantes qu'elles devraient l'être. Donc ça limite un petit peu l'intérêt au niveau monétaire, enfin de l'acheter par rapport à ce que vous avez au niveau performance. Même si techniquement elle restait toujours assez intéressante en vrai. Et du coup, j'étais étonné qu'il y ait personne qui ait réussi à genre déverrouiller cette puissance. Mais il y a un outil qui est sorti qui promettait d'installer un BIOS pour déverrouiller totalement votre carte graphique. Mais en fait, il est plein de malware. Donc en gros, ne le téléchargez pas. Si vous êtes mineur de cryptocurrency, vous avez une carte LHR, que vous êtes en mode « Oh, j'aimerais tellement débloquer les performances », ne téléchargez pas cet outil, ok? Il est plein de malware. Vous allez vous faire infecter votre PC et apparemment, une partie des malwares dedans utiliserait la puissance de votre carte graphique pour miner des cryptocurrencies. Donc en gros, vous allez perdre en performance. Donc ne le faites absolument pas. Et ça a été confirmé par pas mal de publications qui ont analysé justement ce que faisait cet installateur. Donc, yep, faites très attention avec ça. C'est juste du malware. Il n'y a rien dedans qui va vous permettre de débloquer de la puissance de votre carte graphique. Donc, yep. Ça m'étonne pas qu'ils aient frappé maintenant avec un tel truc parce que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup, à mon avis, de mineurs de cryptocurrency qui ont des cartes graphiques comme ça, qui sont limitées et qui aimeraient bien qu'un outil comme ça sorte. Et ça veut dire aussi qu'ils minent des cryptocurrencies. Donc sortir un malware qui permet de prendre la puissance de ces personnes-là pour miner des cryptocurrencies pour la personne qui l'a fait, c'est plutôt intelligent en réalité. Ça profite un petit peu de la des espérances de quelqu'un qui en plus a exactement le matériel qu'il faut pour profiter pleinement de ça, quoi. Parce que imaginez, s'il y a même 10 000 personnes qui ont installé cet outil, ça fait potentiellement 10 000 cartes graphiques qui pourraient miner des cryptocurrencies pour ce gars-là, quoi. Donc, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Surtout que quand j'ai vu la première news là-dessus, la première news qui est sortie là-dessus, ils n'ont pas trouvé les malwares tout de suite. Donc, il y a des sites de news qui ont aussi bien dit, c'est peut-être des sites de news au niveau cryptocurrency qui ont dit « Hey, on a enfin un outil, les gars, téléchargez-le dès maintenant. » Et du coup, à mon avis, il y a des gens qui se sont fait infecter. Si vous avez installé cet outil, il est temps de basiquement réinstaller Windows, honnêtement. Ce sera certainement la meilleure manière de s'en débarrasser. Donc, yep. Allez vérifier si vous l'avez installé. Enfin, faites quelque chose si vous l'avez installé. Même si je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de mineurs de cryptocurrency dans mon audience, mais il doit en avoir. Il y en a en réalité, j'ai déjà vu des commentaires. Et enfin, on en arrive à la dernière news de la semaine, que j'ai gardée en dernier parce que c'est une news qui a fait pas mal parler d'elle, forcément, vu que ça domine l'actualité en ce moment. Et du coup, je voulais pas vous rappeler encore de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos pour un petit peu s'échapper de tout ça, mais on doit quand même en parler parce qu'il y a des implications au niveau technologique. Et je vais rester au niveau technologique ici. On n'est pas là pour discuter de stratégie militaire ou autre chose. On est là juste pour parler des implications aussi au niveau technologique. Mais quoi qu'il arrive, pour ceux qui ne savent pas, qui vivent sous un rocher, genre un très gros rocher, la Russie a évidemment lancé une invasion de l'Ukraine. C'est pour moi une guerre vraiment inutile. C'est une tragédie humaine parce que quand vous voyez le nombre de personnes qui sont déjà parties de l'Ukraine, qui doivent abandonner tout, c'est franchement horrible. C'est vraiment horrible. Et c'est surtout horrible dans le sens que c'est totalement inutile. Ça n'aurait jamais dû arriver. Maintenant, passons au côté technologique de cette news-là. Il y en a deux. La première, c'est le fait que l'Ukraine est le plus grand producteur de gaz néon au monde. Genre, avec une sacrée marge en réalité. Il me semble qu'il fabrique plus de 80% du gaz néon du monde entier. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? Les gaz néons est souvent utilisé dans les lasers. Le problème, c'est que les lasers, ils sont aussi utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs.
Donc, quand on grave des semi-conducteurs, on utilise des lasers. Donc, ça veut dire que, vu que le pays est basiquement en siège à l'heure actuelle, vous devez bien vous douter, ils ne vont pas vraiment exporter de gaz néon en ce moment. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de réserves, ça pourrait ralentir la fabrication de ces lasers et du coup, ralentir la la construction de nouvelles usines de semi-conducteurs et aussi le remplacement des lasers dans les usines existantes. Parce que ces lasers-là ne durent pas éternellement, il faut les remplacer. Du coup, ça pourrait augmenter le prix et rendre encore à nouveau compliqué de fabriquer des processeurs et tout ça. Donc, yep, ça c'est la première mauvaise nouvelle au niveau technologique pour le monde entier. Et la deuxième au niveau technologique, c'est plus au niveau spatial. Déjà, la Russie, avec tout ce qu'ils ont commis comme action ici, ils se sont fait punir évidemment, et c'est totalement justifié selon moi par la communauté internationale. Mais ça veut dire que du coup, ils sont en mode « Oh, on peut plus continuer notre programme spatial comme on le voulait et tout ça. » Ils ont notamment annulé un lancement d'une fusée Soyouz. Et Soyouz, on en a besoin pour la station internationale, notamment pour rebooster la station internationale de temps en temps. Il y a des moteurs russes qui sont utilisés, c'est des moteurs russes qui sont utilisés sur la station internationale pour la rebooster tous les X temps pour qu'elle reste en orbite. Et les Russes ont littéralement dit que ils vont juste la laisser, ils ne la reboosteront pas basiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'écraser, il y a pas mal de solutions. Une solution qui sera assez logique, ce serait que notamment un véhicule américain, il n'y en a qu'un en ce moment, ce serait le Dragon de SpaceX, arrive et rebooste de lui-même la station internationale avec ses moteurs à lui. Et c'est tout à fait possible de le faire et c'est certainement ce qui se passera s'il y a un problème à ce niveau-là. Il y a aussi des problèmes au niveau moteur de fusée en réalité, notamment pour ULA, qui est l'un des plus gros lanceurs américains de fusées, qui utilise encore des moteurs russes dans leurs fusées. Et le problème, c'est que ils ne vont plus en avoir du coup en ce moment. Donc, ça veut dire qu'ils doivent en avoir en stock, ils doivent avoir quelques fusées déjà faites pour les prochains lancements. Mais d'ici quelques mois, et cette crise ne va pas se résoudre en quelques mois, selon moi, ça pourrait amener à des problèmes pour eux. Donc, yep. Ça veut dire aussi que techniquement, SpaceX pourrait récupérer encore plus de parts de marché au niveau lancement de fusée. Donc, on verra bien. Une chose est sûre, ça, c'est les deux trucs principaux que je voulais noter ici, mais il y a encore pas mal de ramifications. Et là, je restais dans le milieu technologique encore une fois. Il y a évidemment d'énormes ramifications au niveau même économique et tout ça, mais le tech Samacho, c'est en rapport avec la technologie. Donc, je reste ici au niveau technologique. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce tech Samacho aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour un prochain tech Samacho et je vous dis ciao ciao.